Oui, bonjour Yann. Bonjour Frédéric. Ça va? Oui, ça va. Je suis là pour notre rendez-vous. Pas de soucis. On va s'installer dans le jardin? Ok, y a pas de soucis, hein. Let's go. Comment tu vas? Bien, on a un beau temps aujourd'hui, tout se passe bien. Ok, d'accord. Donc tout d'abord, bienvenue sur Centro TV HD. Merci. Et merci d'avoir accepté notre invitation. C'est normal. Donc parle-nous un peu de ton travail et à quoi ça consiste et un peu de toi. Donc moi je m'appelle Yann Damego, je vais avoir 30 ans le mois prochain. Et ce qui est bien, c'est que j'ai trouvé un métier qui me plaît. C'est-à-dire aujourd'hui je suis agent immobilier officiel. J'ai la possibilité de pouvoir trouver des logements aux gens, de pouvoir les loger et de pouvoir aussi leur permettre d'acquérir un bien qu'ils recherchent à l'achat. Donc voilà. J'ai pas toujours fait ce métier-là, j'y suis depuis pas très longtemps. Avant j'étais dans la banque, donc la majorité des gens qui me connaissent savent que moi je suis un ancien banquier et j'ai fait un peu plus de 5 ans dans la banque. J'ai commencé en 2010 à la sortie de l'armée puisque j'ai été volontaire au sein de l'armée. J'ai passé une année en tant que gestionnaire administratif et financier sur la base aérienne de Rochefort. Et ensuite, donc je suis ressorti pour intégrer une formation dans la banque. Donc j'ai pu avoir une licence en banque que j'ai fait en alternance. J'ai fait la Banque Postale, la Barclays et la Caisse d'épargne. Donc voilà. J'ai beaucoup bougé aussi dans le cadre professionnel. Et là, normalement, si tout se passe bien, je me stabilise sur Lyon. C'était pas prévu, mais voilà. Donc, et là, j'ai décidé, donc, suite à un dernier contrat que j'ai réalisé au sein d'une banque, de pouvoir me poser et savoir exactement ce que je voulais. Et c'est à ce moment-là que j'ai essayé de réfléchir, puisque moi j'adore rendre service aux gens. Et dans le sens du service, je me suis dit, il faut que j'accompagne les gens dans un métier qui soit proche de ma formation. Donc j'ai réfléchi à être courtier en crédit, mais c'est assez chronophage, beaucoup d'administratifs. Et là, en fait, l'immobilier, ce qui est bien, c'est que moi, j'ai la carte d'agent immobilier de par la licence que j'ai eu à faire. C'est ça qui me permet d'avoir la carte officielle d'agent immobilier. J'ai galéré pour l'avoir, mais ça, on en parlera plus tard. Mais voilà, ce qui m'a motivé vraiment à travailler dans l'immobilier, c'est le sens du service. Accompagner les gens dans leurs projets, aider des jeunes qui n'arrivent pas à se loger sur Lyon. Parce que ce que les gens ils ne savent pas, c'est que Lyon, le marché immobilier lyonnais est très proche du marché parisien. Les loyers sont chers, les propriétaires ont le choix, donc ils prennent que les meilleurs dossiers. Et même si votre dossier il est bon, après c'est le feeling qui marche. Donc moi mon rôle c'est d'accompagner les gens à, là je parle d'allocation, mais d'accompagner les gens à pouvoir trouver le bien qui d'une part leur correspond, mais aussi à convaincre les propriétaires que c'est le meilleur locataire qu'ils puissent avoir. Et au début, ça a été difficile de créer sa propre boîte ou pas? Créer ma propre boîte au début, ça n'a pas été difficile parce que ce n'est pas une première pour moi. C'est la deuxième fois que je crée une entreprise puisque il y a quelques années, en 2014, j'ai créé une boutique de chaussures pour enfants. Ça a été bien au début, mais une catastrophe par la suite. Donc voilà, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en France, quand on dit qu'il y a des charges, c'est vrai, il y a des charges. C'est pas... Voilà, les gens ils s'amusent pas à créer des charges, mais ça existe. Et aussi, il faut savoir une chose, c'est qu'il faut avoir de l'argent de côté. Si vous n'avez pas d'argent de côté, ça va être compliqué. Ça va être compliqué parce qu'il faut que vous puissiez financer des choses, des besoins qui vont se créer au fur et à mesure, avoir de la trésorerie en fait. Je prends le cas par exemple pour ma boutique, il fallait que toutes les 2 semaines, je renouvelle les stocks.
Donc pour ça, c'est pas évident quand c'est vous-même qui financez. Là, dans le cadre de mon activité, il y a des choses qui sont peut-être banales, mais on vous demande d'avoir un cachet entreprise, d'avoir des cartes de visite, d'avoir un site internet. Donc il y a énormément de choses qu'il faut financer et aussi penser à la publicité. Et quand vous vous déplacez en tant qu'agent immobilier, il faut être véhiculé. Ça veut dire avoir du carburant tout le temps dans la voiture. Voilà, c'est tout un ensemble qui demande Un travail difficile. un travail difficile, mais il faut avoir de la trésorerie à côté quand on crée sa boîte. Donc je motive toutes les personnes, tous les jeunes centrafricains qui veulent créer leur entreprise de le faire, mais d'avoir une petite trésorerie à côté, de tenir au moins pendant 2 à 3 mois, avoir de quoi tenir 2 à 3 mois, parce que après, tout est bon. D'accord. Et aujourd'hui, tu travailles seul ou tu as des collaborateurs? Donc aujourd'hui, j'ai une collaboratrice, donc je la tiens dans l'anonymat, qui travaille avec moi au quotidien et voilà. Donc elle m'aide aussi dans les visites, à prendre des prises de photos, parce qu'on renseigne les clients j'accompagne des gens qui viennent de loin, donc on renseigne les clients par rapport au quartier où on les installe, on leur parle un peu de Lyon pour leur permettre de pouvoir facilement se projeter. Donc c'est vraiment une approche assez voilà. C'est un travail complet, c'est un vrai métier, c'est comme le métier d'avocat ou le métier de médecin, sauf que nous on est spécialistes des acquéreurs, des locataires, voilà. Donc c'est vraiment une autre démarche. Ok, maintenant on va parler un peu de tes potentiels clients. Voilà. Acheter une maison, est-ce accessible à tout le monde ou pas? Acheter une maison, aujourd'hui, avec les taux qu'il y a, c'est accessible à presque tout le monde. Je suis très mal placé, certains diront, de pouvoir parler d'investissement parce que moi-même, je ne suis pas propriétaire. Mais ça ne saurait tarder. Je ne vais pas trop vite me prononcer, mais trouver l'appartement qu'on aimerait, où on aimerait s'y projeter, c'est toute une démarche. Donc voilà, aujourd'hui, les taux sont bas. Tous ceux qui sont là, en France, je leur conseille d'acheter parce que c'est le moment. Et les taux n'ont jamais été aussi bas au cours des 30 dernières années. À titre personnel, j'ai fait une simulation auprès de la Banque Postale, parce que c'est ma banque, et ils m'ont fait un taux sur 25 ans à 2,15. Il y a 5 ans en arrière, on m'aurait pas fait, surtout à cause de mon âge et de la fragilité de mon statut, on m'aurait pas fait de prêt à moins de 4,5%. Donc c'est exceptionnel aujourd'hui les taux qu'il y a sur le marché. Après maintenant, si on parle de profil, le minimum qu'il faut gagner aujourd'hui pour pouvoir faire un crédit, c'est 1 300 € net. Ça, on ne vous en parlera pas, donc mais c'est une réalité. Ça fait partie des conditions. C'est 1 300 € net de revenus. L'idéal, le dossier aujourd'hui idéal, c'est que la personne en CDI qui a déjà terminé sa période d'essai, qui a idéalement un peu d'épargne. Bon, si elle n'a pas d'épargne, c'est pas un souci, mais c'est toujours bien vu. Ensuite, déjà le fait d'avoir un CDI, c'est bien. Au cours des 3 mois avant votre achat, il faudrait que votre compte, que vous ne soyez jamais à découvert. Au cours des 3 mois. Pas de rejet de prélèvement. Pas l'usage de votre découvert. Très important, pourquoi? Parce que la banque va prendre le temps d'étudier votre dossier. Donc il faut absolument qu'à ce moment-là, le dossier de prêt soit le plus clean possible. Il y a quelque chose que je vais dire qui semble un peu bête, mais on ne va pas faire un crédit à quelqu'un qui est interdit bancaire. Donc l'une des conditions pour pouvoir faire un achat, c'est de ne pas avoir de fichage bancaire. Donc pas avoir de fichage bancaire, avoir 3 relevés de compte où vous êtes toujours en positif et 1 300 € net de revenus pour une personne. Ensuite, si vous êtes en couple, il y a des données qu'on prend en compte qui est le reste à vivre. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les banques considèrent qu'une personne seule doit avoir en reste à vivre l'équivalent du RSA. Bon, moi, j'arrondis à peu près 500 € qui doit rester en reste à vivre. Ensuite, quand on est en couple, le montant, il augmente. Donc, si on peut avoir 2 revenus, c'est toujours mieux parce qu'on a une capacité d'achat qui est plus élevée. Donc, voilà les conseils que je peux donner à ceux qui veulent aujourd'hui acheter. Donc, moi, quand je suis contacté par quelqu'un qui veut acquérir un bien, je lui demande systématiquement, et ça, c'est tous les professionnels de l'immobilier, on demande une simulation effectuée auprès de la banque ou d'un courtier. Et on demande à la personne de nous donner la fourchette de sa capacité d'emprunt. Donc, le montant auquel il peut... Voilà. Donc, ça nous permet à nous de ne pas travailler pour rien,
non seulement, mais aussi à la personne de pouvoir avoir des biens qu'il peut acheter. Ça sert à rien que si quelqu'un peut acheter que pour 100 000 euros et qu'on aille visiter des maisons à 240 000 euros. C'est une perte de temps pour l'agent immobilier et pour la personne aussi. C'est bien de pouvoir voir une fois dans sa vie des grosses villas, mais à un moment donné, il faudrait que la personne se rapproche de son besoin. Donc voilà. D'accord. Ok. Et le propriétaire a droit à des aides ou pas, genre APL? Un propriétaire aujourd'hui, quand on est propriétaire, on a droit à une sorte d'aide de la part de la caisse des allocations familiales qui, c'est comme l'APL, mais qui lui permet de pouvoir accéder à la propriété. Ce n'est pas un dû, j'insiste là-dessus, parce que c'est révisé régulièrement, c'est par rapport aux revenus. Donc, vous pouvez être propriétaire et la CAF peut vous aider en vous versant une allocation. Mais cette allocation-là n'est pas un dû. Et très important, la banque ne va pas prendre en compte le montant que la CAF va vous verser. Donc ça, c'est bien pour vous à titre personnel, mais par contre, la CAF ne prendra, la banque ne prendra pas du tout ça en compte. D'accord. Ok. Et investir dans l'immobilier, c'est une bonne idée ou pas, vu les conditions économiques actuelles? Investir dans l'immobilier a toujours été une bonne chose. Je pense que nos parents ont toujours dit que investir dans la pierre est une bonne chose. Mais investir dans la pierre, il faut investir intelligemment. J'entends par là concrètement, c'est en fonction de vos moyens et de vos possibilités. C'est-à-dire que vous avez la possibilité d'acheter un studio, d'acheter même un garage, un parking que vous pouvez mettre en location. Ça vous rapportera toujours. Vous serez toujours gagnant. Ça peut mettre du temps, mais ça vous rapportera toujours. Et aussi, il y a une autre logique qu'il faut voir. Je prends l'exemple là sur les Centrafricains précisément. Beaucoup investissent au pays à fond perdu. On voit de l'argent au pays pour investir. Sauf que la famille, je ne vais pas détailler, mais s'occupe bien de votre argent. Au final, vous vous retrouvez avec rien. Je ne vais pas dire bien fait pour vous, mais si vous avez pris cet argent et que vous avez investi ici pour vos enfants, parce que la majorité ont des enfants ici, vos enfants ne vont pas aller habiter dans la petite case que vous avez construite à Bangui. Ça, il faut être clair et net là-dessus. Donc, investissez ici pour vos enfants, même si vous n'allez pas en bénéficier. Moi, je vous recommande d'investir pour votre famille en priorité, même si vous n'avez pas la capacité d'acheter votre propre toit. Achetez au moins un bien que vous léguerez à vos enfants. C'est un héritage. Ils en seront fiers. Il y a des statistiques qui sont claires et nettes. Le patrimoine détenu par ceux qui sont héritiers est toujours plus élevé que ceux qui partent avec rien. C'est logique. D'abord, il n'y a même pas besoin de statistiques. C'est logique. Donc, investissez pour votre descendance au lieu d'investir dans des biens à plus de 6000 km. Bangui, c'est bien pour aller passer les vacances. Investir là-bas, c'est bien aussi, hein, je ne critique pas. Mais pensez à votre famille d'abord ici. Parce que vous vivez là. Votre famille, elle fera ses études. Vos enfants feront leurs études ici. Et si vous pensez déjà à acheter un studio pour leurs futures études, ça sera déjà une très bonne chose. Et puis qu'on parle un peu du pays, investir au pays dans l'immobilier, bon, on va dire très sincèrement, il n'y a pas grand-chose sur ce point. C'est possible ou pas vraiment d'investir dans l'immobilier pour le tourisme et tout, même si ce n'est pas encore bien développé? C'est une excellente question que tu me poses, Frédéric, parce que pas plus tard qu'il y a 2 ans, je suis allé à Bangui au cours d'un court séjour. Donc c'était quelques mois avant l'arrivée des 12 000 casques bleus. J'ai voulu ouvrir mon agence immobilière qui devait s'appeler Warada Real Estate. Donc Warada pour le côté Sango et Real Estate parce qu'on avait affaire à une clientèle internationale, donc immobilier. Donc Real Estate qui veut dire immobilier. Donc l'idée pour moi c'était d'implanter une agence immobilière physique pour pouvoir permettre aux gens de la diaspora d'avoir accès à des biens qu'ils pouvaient acheter. Sauf qu'à Bangui, ce n'est pas dans les mentalités des propriétaires aujourd'hui. Bon, peut-être ça a changé, mais ce n'était pas dans les mentalités des propriétaires de mettre à disposition d'un jeune, on va dire ça comme ça, d'un jeune, leurs biens pour la mise en location, voire la vente. Les gens préfèrent passer par des petits démarcheurs qui vont payer 10 000 à 15 000 francs CFA plutôt que à confier à un professionnel. Donc, je suis allé, j'ai tenté un premier coup, ça n'a pas marché. J'ai essayé aussi de voir au niveau administratif
je me suis rendu compte que ça allait être plus prise de tête qu'autre chose. J'ai préféré rentrer en France. Et là, franchement, j'ai mal au cœur de ne pas pouvoir faire encore au pays. Mais voilà, je me forme encore. J'en apprends encore un peu plus. Et le jour où je serai amené à ouvrir mon cabinet à Bangui, hein, puisque c'est la capitale, le jour où je serai amené à ouvrir, je montrerai tout le potentiel qu'il y a. Investir en Centrafrique, c'est le moment. Pourquoi? Le prix de l'immobilier monte chaque année en Centrafrique. Suite aux guerres, il y a énormément de gens qui vendent leurs biens, mais qui n'ont pas en face les acquéreurs qu'il faut. C'est-à-dire qu'il y a des gens à Bangui qui veulent acheter, mais ils ne savent pas comment ça se passe. Et surtout que la diaspora a un pouvoir d'achat qui leur permet d'acquérir des biens, mais ils n'ont pas de personne de confiance à qui confier cette transaction. Donc, attendez-moi, j'arrive. Ah non, je rigole. mais voilà, c'est possible, mais il faut vraiment que cela soit structuré et que voilà. Mais c'est un marché que j'ai dans mon viseur. Ce ne sera pas dans l'immédiat, mais ça viendra. D'accord. Ok. Et revenons à Lyon. Oui. Par exemple, dans la région lyonnaise, c'est quoi les prix du mètre carré en moyenne? Ça dépend des arrondissements. C'est-à-dire qu'on va aller sur du 2000 € sur le sud lyonnais jusqu'à 5, 6, 7000 € sur la proximité au parc de la Tête d'Or. Donc c'est le 6e arrondissement, mon arrondissement préféré. Voilà. Et donc l'ouest lyonnais, c'est la partie la plus chère de la région. Par contre, le sud lyonnais, c'est la partie la plus populaire, on va dire, et la plus accessible. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous pouvez acquérir un bien, c'est-à-dire un T3 que vous pouvez acheter dans le sud de Lyon peut valoir le prix d'un T1 bis dans l'hypercentre, sur la presqu'île ou du côté du 6e et compagnie. Donc vraiment ça dépend de où on se situe sur Lyon, voilà. Sachant que en tant que professionnel de l'immobilier, mon rôle c'est de vous aider à négocier le prix du bien au bon prix, c'est-à-dire au prix du marché. Sachez une chose, quand on montre un prix, il est négociable. Le prix est toujours négociable. Ce n'est pas un prix figé, c'est un prix négociable. Et c'est à moi, en tant que professionnel, d'avoir accès, grâce au cadastre, d'avoir accès au prix du bien à proximité qui a été vendu au cours des 6 derniers mois pour venir, par exemple, il y a plusieurs biens qui ont été vendus, je fais une moyenne, j'en ressors un tarif, je calcule par rapport au prix du mètre carré et je dis à mon client, on peut avoir ce bien à tel prix. Tel bien au-dessus du marché, tel bien, c'est une bonne opportunité parce qu'il est en dessous du prix du marché. Et si un prix est trop bas par rapport au prix du marché, c'est qu'il y a un souci aussi. Donc il faut poser les bonnes questions. Donc en tant que particulier, vous n'aurez pas forcément les bonnes questions. Et nous, les professionnels de l'immobilier, on est là pour poser les bonnes questions aux vendeurs pour savoir exactement qu'est-ce qui ne va pas. Est-ce qu'il y a un souci au niveau de la toiture? Est-ce qu'il y a des travaux de prévus? Un ravalement de façade? Est-ce qu'il y a il y a des soucis dans les murs? Voilà, c'est tout un ensemble de questions que moi, en tant que professionnel de l'immobilier, je suis amené à poser aux vendeurs avant de vous aider à acquérir un bien. D'accord. Et imaginons un étudiant qui cherche un studio. Oui. Il vaut mieux qu'il contacte une agence immobilière ou aller sur des sites comme Boncoin, particulier à particulier. C'est quoi l'idéal, on va dire? C'est quoi l'idéal? Pour un étudiant, et je vais être franc avec vous, je l'ai été étudiant, la première chose que je lui conseille, c'est s'il n'arrive pas à avoir un logement par le Crous, voilà, s'il n'arrive pas à avoir un logement par le Crous, ensuite de passer sur le Boncoin et autres. Pourquoi? Parce que les logements du Crous, donc c'est les œuvres universitaires, hein, le Crous a des logements inférieurs au prix du marché. Les logements du Crous seront toujours inférieurs au prix du marché. Donc un étudiant, la première chose à faire, c'est de chercher à avoir un logement Crous. Ensuite, de passer de particulier en particulier. Mais si vous arrivez du pays et que vous n'avez pas de garant, ce qui arrive, voilà, souvent on ne va jamais vous louer d'appartement. La seule possibilité que vous avez, et ça je le dis à tout le monde, cherchez votre appartement depuis le pays. Les gens vont rigoler, mais je vais raconter mon histoire personnelle.
moi j'ai eu mon bac au lycée français de Bangui. Bon, les gens diront peut-être que ça a un lien. Mais j'ai connu le Crous depuis Bangui. J'étais étudiant en terminale. J'ai eu mon studio à Toulouse depuis Bangui. Donc, quand il a fallu que j'arrive, c'est-à-dire que quand j'ai pris l'avion de Bangui Mpoko et que je suis arrivé à Roissy, j'avais déjà mon appartement qui m'attendait. Pourquoi? Parce que je savais comment ça se passait. Il n'y a pas d'obligation de nationalité, je tiens à dire, pour certaines villes. Après, il y a d'autres villes où il y a des spécificités, mais il n'y a pas d'obligation de nationalité française. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui arrivent et qui arrivent à avoir des logements directement. Je conseille aussi aux étudiants qui viennent du pays de viser d'abord les petites villes, de ne pas viser les grandes villes. Oubliez Paris, Lyon, Toulouse, Nantes, Bordeaux, Marseille, Lille et compagnie. Allez dans des petites villes dont on n'entend jamais parler. Là, vous aurez plus de facilité à avoir un logement Crous qui sera pas cher. Et ne convertissez pas les loyers en CFA parce que c'est pas pareil. Voilà, vous n'allez jamais vous en sortir. Ensuite, si vous n'arrivez pas à vous loger, visez une deuxième option qui s'appelle la colocation. La colocation, c'est-à-dire que vous vivez à plusieurs dans un logement, dans un appartement. Et la colocation, c'est pas forcément le propriétaire qui est décisionnaire parce qu'il y a d'autres personnes qui sont là et qui elles-mêmes sélectionnent les locataires, qui dépose un dossier et qui a la possibilité de négocier directement avec les autres colocataires. Il y a beaucoup de choses qui se font, donc voilà, c'est une possibilité. Et maintenant, au dernier recours, de passer par le Banquois, d'aller en particulier. Si vous avez la chance d'avoir quelqu'un qui se porte garant, allez directement de particulier à particulier. Si vous galérez maintenant pour trouver un logement par ces trois, c'est-à-dire le Crous, la colocation et le direct propriétaire, allez voir les agences. À ce moment-là, une agence, une chose, c'est qu'une agence ne vous fera jamais louer un appartement si vous n'avez pas de garant. Donc ça, oubliez. C'est même pas la peine de rentrer dans l'agence parce que c'est une perte de temps et pour vous et vous allez vous plaindre de racisme alors que l'agent, il n'en a rien à cirer. C'est juste que vous lui rapporterez rien parce qu'aucun propriétaire ne prendra votre dossier. Donc le garant, c'est obligatoire. Le garant est obligatoire quand vous passez par une agence. Moi-même, en tant que j'aide les jeunes qui s'installent, c'est papa et maman qui se portent caution. Je vais aussi sortir un truc qui est très important, c'est des parents qui sont fonctionnaires au pays qui disent à leurs enfants qu'ils peuvent se porter caution. J'ai eu le cas. C'est pour ça, c'est du vécu. Donc, la personne avait de très bons revenus. La personne travaille pour la MINUSCA à Bangui, donc de très bons revenus. Sauf que la MINUSCA, c'est là-bas. Quand on prend un garant, le garant doit être en France, idéalement en France, mais surtout que le garant a des bulletins de salaire français avec un avis d'imposition français. Donc, si la personne travaille à l'étranger, ça risque d'être un tout petit peu compliqué. Autre chose aussi qu'il faut savoir, il faudrait que votre garant gagne 3 fois le montant de votre loyer. Très important. 3 fois le montant du loyer. Et vous, si vous êtes salarié, donc là, tout à l'heure je parlais des étudiants, mais si vous êtes salarié, vous avez la possibilité de louer vous-même, mais il faudrait que vous gagniez au moins 3 fois le montant du loyer. Et avoir des garanties derrière. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si vous gagnez que le SMIC et que vous voulez louer un T4, à moins d'habiter à Perpète-les-Oies, en pleine forêt, là où franchement personne n'habite, ça va être compliqué. Pourquoi? Parce que le SMIC, on va arrondir à 1 200 € et le loyer que vous pourrez avoir, c'est 400 €. Vous n'aurez jamais de T4 à 400 € par exemple dans le bassin lyonnais. Mais c'est même pas possible. Donc moi, ce que je vous recommande, c'est d'avoir un garant. Parce que le fait d'avoir un garant, c'est que la personne... D'ici demain, si vous ne payez pas les loyers, le propriétaire va la saisir pour payer votre loyer. Donc, les gens en France n'aiment pas trop se porter caution, d'être garant. C'est pas pour rien, c'est parce qu'ils ont parfois eu des chocs. Donc, voilà, si vous arrivez à avoir quelqu'un qui accepte de se porter garant, c'est le top du top. Et là, vous pouvez aller dans les agences, vous pouvez aller de particulier à particulier. Et même le Crous, pour certains types de logements, demande des garants. Voilà. Ok, bon, merci de vos explications. À bientôt sur... à bientôt et Mbibara Zokwe. Merci.